Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après Bamenda et Yaoundé, Douala fait face à une explosion d'un engin improvisé. La scène a sémé la panique à la sortie ouest de la capitale économique du Cameroun. Parmi les personnes grièvement blessées figurent des suspects disposant d'autres matériels de guerre. Le récit des faits en ouverture de ce journal. Et dans la page internationale, la menace terroriste plane sur l'élection présidentielle au Burkina Faso. Pendant ce temps, c'est une crise humanitaire qui se dessine dans la province du Tigré, là où il y a des affrontements entre l'armée éthiopienne et les forces séparatistes. On en parlera dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de la libération de Dame Stéphanie Njomo, qui a été placée en détention il y a une semaine pour avoir raconté son vécu sur le théâtre de la crise anglophone, une radio de la place a diffusé un grossier montage tendant à incriminer Equinox Télévision. En réaction, la direction générale du groupe Equinox exprime sa forte indignation et s'inscrit en faux contre les allégations mensongères concernant le passage de cette femme sur les antennes d'Equinox le mardi 3 novembre 2020. Equinox dénonce avec véhémence le fait qu'un média de service public ait bafoué les canons les plus élémentaires du métier de journaliste en réitérant que la chaîne n'a eu aucun manquement éthique et déontologique dans ses émissions et aucune rétribution pour ses invités. Equinox, fidèle à sa démarche professionnelle, présentera d'autres faits sans délai qui apporteront la lumière sur cette affaire. La direction générale d'Equinox Télévision se réserve en temps opportun d'utiliser toutes les voies de droit qui s'offrent à elle pour rétablir son honneur et sa réputation. Cette réponse sera faite dans une édition à suivre demain, vendredi, sur les antennes d'Equinox Télévision. Évoquons à présent cette scène qui sème la panique en pleine capitale économique du Cameroun, l'explosion d'un engin improvisé à Bonabéry. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles les suspects. Et après les premières investigations, d'autres matériels de guerre ont été saisis lors des descentes de la part de la gendarmerie et des forces de sécurité et de défense. Explication avec Innocent Abega et Xavier Foka. Ce cordon de sécurité dans lequel se trouvent quelques effets épars est une scène de crime manqué. Selon les habitués de ce lieu dit Bonabéry Rail, 2 personnes ont été blessées hier aux environs de 23 h après l'explosion d'engins explosifs improvisés. J'ai été ici là vers les 23 h. Ici là, il y a une bombe qui s'est explosée. Il y avait un jeune homme qui était en train de passer avec un sac au dos. Ça a porté au jeune homme tapé et ça a coupé son pied. Mais pour le moment, il ne sait pas encore, mais on a amené le jeune à l'hôpital. Ils étaient 2, avec un gars là, ça a fendu le visage. Selon des informations encore non officielles, les 2 blessés étaient porteurs d'engins explosifs improvisés qu'ils tentaient de disposer au niveau du carrefour des rails, dit Entrée Bonendale à Bonabéry. Les mêmes informations indiquent que la fouille de leur sac a permis de retrouver des matériaux servant à la fabrication des 10 engins. Les 2 suspects ont été interpellés et reçoivent des soins, alors que les habitants du coin n'en reviennent pas toujours. Tout ce qui sont passés ici, ça nous a dépassé parce que je suis ici pendant 23 ans, ici au rail. Les choses comme ça là qui s'est passé, ça nous a dépassé parce que depuis que je suis ici, on n'a pas vu les choses comme ça là. Cette autre explosion rappelle plusieurs autres qui se sont produites dans différents quartiers de la capitale Yaoundé. Une situation qui devient inquiétante au moment où le gouvernement rassure sur la sécurisation des personnes et des biens lors du scrutin du 6 décembre prochain et des fêtes de fin d'année. Comment réagit l'ordre des avocats du Cameroun après l'arrestation et l'audition de plusieurs avocats soupçonnés d'être impliqués dans le mouvement de contestation des décisions de justice concernant la mise en détention de leurs confrères? Élément de réponse avec Joël Essengue et Guy Zogo. Alors que le torchon brûle entre les magistrats et les avocats, la présidente par intérim du barreau du Cameroun s'est exprimée à Yaoundé via une déclaration. Le barreau du Cameroun demande que les auteurs des violences policières soient identifiés, tout comme il a prescrit une enquête contre les avocats impliqués dans cette affaire. Le Conseil de l'ordre a exigé
que soient identifiés et sanctionnés les auteurs intellectuels et opérationnels des actes qui ont été posés par les forces de l'ordre, et en toute responsabilité a ordonné l'ouverture d'une enquête déontologique contre nos confrères, certes en détention, mais qui sont impliqués à la genèse et tout au cours des événements que nous avons eu à dénoncer. Au sujet de cette enquête, le barreau précise qu'il ne s'agit guère de condamner ses avocats. Il s'agit de savoir ce qui s'est passé, parce que à tout état de cause, nos confrères bénéficient de la présomption d'innocence, que ce soit en matière disciplinaire, que ce soit ou en matière judiciaire. Sans décolérer, le barreau dénonce ce qu'il considère comme un guet-apens tendu aux avocats ces derniers jours, alors même que la remise en liberté de ceux incarcérés à Douala récemment était à l'ordre du jour après une rencontre avec le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Pendant que nous étions dans l'attente de l'audience du 25 novembre 2020, grande a donc été notre surprise de constater que dans la journée du 18 novembre 2020, de nombreux guet-apens ont été tendus à des confrères exerçant à Douala pour les amener par des fonctionnaires de police, se faisant passer pour des clients en détresse, pour les conduire à un certain lieu où ils ont été mis en état d'arrestation et conduits à la police judiciaire. Au total, tout en appelant les avocats à la retenue, la présidente par intérim du barreau souligne également l'urgence d'un sursaut légaliste et républicain du fait qu'avocats et magistrats travaillent ensemble pour la bonne administration de la justice. Le barreau du Cameroun annonce sa prochaine réunion pour le 1er décembre, après les obsèques de son bâtonnier Charles Tchakouté Patié. Pour rappel, la crise actuelle entre avocats et magistrats est née de l'incarcération de 2 avocats à Douala pour outrage à magistrat, suivi d'une intervention musclée des forces de l'ordre dans une salle d'audience du tribunal de Bonanjo. Et parmi les avocats arrêtés durant ces derniers 24 heures, il y a Tamfou Richard et toute une campagne est menée sur les réseaux sociaux pour dénoncer son arrestation et dénoncer les entraves aux libertés, des droits des Camerounais et surtout ceux des avocats. Et cette justice camerounaise qui est mise sur le banc des accusés à la faveur d'un atelier sur l'accès des citoyens à une justice pénale équitable, de nombreux acteurs dénoncent des entraves aux droits humains dans les milieux de justice au Cameroun. D'autres explications avec Emmanuel Job et Aïk Cyril. S'il est un secteur dans lequel les droits de l'homme sont le plus bafoués au Cameroun, selon la société civile, c'est le secteur de la justice. Nous faisons face actuellement de beaucoup de défis dans notre pays, aussi bien sécuritaires que dans la lutte contre le terrorisme. Et à chaque fois, les questions de violation des droits humains reviennent, et particulièrement dans la chaîne de justice pénale. C'est-à-dire qu'on parle ici des arrestations massives, des détentions arbitraires, de la torture, des mauvais traitements, des procès qui n'en finissent plus, et ainsi de suite. S'agissant notamment de la justice pénale, la situation est alarmante. Pourtant, ce ne sont pas les moyens de faire respecter les droits humains qui manquent. Ces violations peuvent être réduites à leur plus simple expression si les acteurs sont aguerris, si les acteurs prennent ces préoccupations comme des préoccupations centrales dans leur vécu quotidien. Ces attitudes changent d'un magistrat à l'autre, d'un procureur à l'autre, selon qu'il est sensible à ces questions ou pas. Donc il s'agit d'agir vraiment sur la sensibilité sur cette question-là par rapport à tous ces acteurs-là. Mise à l'index, l'administration pénitentiaire pointe du doigt la surpopulation carcérale, souvent à l'origine de nombreux abus dans les prisons. Le nombre de criminalités augmente au fur et à mesure que les jours passent. Et vous savez, si on a conçu une prison peut-être avec une capacité de 800, et puis bon, le nombre de criminalités augmente et on se retrouve peut-être parfois dans des 1000 et on est obligé de créer une place pour des nouveaux détenus. Donc on essaye, l'administration pénitentiaire essaye à son niveau de protéger le droit de l'homme. La Sûreté nationale, pour sa part, indique que lorsque des cas de violation des droits de l'homme sont avérés dans les commissariats, des sanctions sont prises. Autant que faire se peut, nous respectons les droits de l'homme. Lorsqu'il y a une récrimination, nous essayons d'ouvrir une enquête et il y a des sanctions effectivement. Quand c'est avéré, parce qu'il y a aussi des dénonciations calomnieuses. Donc l'on veille étroitement à ce que les droits de l'homme soient respectés au cours de toutes nos missions. Quoi qu'il en soit,
En dépit de la législation dont le Cameroun s'est doté, le respect des droits humains pose problème dans le milieu de la justice. Un milieu finalement à humaniser. On observe, malgré les nombreux textes qui constituent autant d'engagements pris par le Cameroun, des violations, et en tout cas, si tant il est qu'on avait eu besoin de textes pour cela, une absence totale de prise en compte de la situation de l'homme, au travers de l'expérience que nous tous, qui sommes acteurs de la vie sociale, tout comme les professionnels qu'on peut être, les professionnels de la justice, on est tous unanimes à constater qu'il y a beaucoup de choses à faire pour essayer un tant soit peu d'humaniser la justice camerounaise. À l'initiative de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun, un séminaire sur l'amélioration de l'accès à la justice pénale au Cameroun se tient à Yaoundé. Magistrats, OPJ, APJ, personnel pénitentiaire, avocats et autres acteurs de la chaîne de justice pénale prennent part aux travaux. Dans le reste de l'actualité, coup de projecteur sur l'arrondissement de Makak, notamment dans le canton Longuet, là où les populations sont prises au piège des eaux. Pour traverser le fleuve Nion en vue de rallier d'autres localités, il faut emprunter des pirogues de fortune. L'unique bac étant en panne, plusieurs personnes ont trouvé la mort lors des traversées dans cette pirogue de fortune et les conditions de praticabilité de la route sont intenables, dénoncent les populations depuis de nombreuses années, sans que leur mobilité urbaine ne trouve une solution auprès des pouvoirs publics. C'est le constat que font Joël Niem et Gladys Sidier dans ce grand reportage. Le canton Longuet est situé dans l'arrondissement de Makak, département d'Union Ekele, région du centre. Il est coupé du reste du pays, et c'est peu de le dire. Il y a plusieurs semaines, 2 femmes ont perdu la vie en effectuant la traversée sur ce fleuve, le Nion. Elles sont mortes noyées après le chavirement d'une pirogue dans laquelle elles se trouvaient. Selon les riverains, à cause du fort courant, la pirogue s'est échouée sur ce bac installé il y a quelques années. Les populations de l'arrondissement de Makak, dans le département d'Union Ekele, pleurent. Le bac essaie de traverser ici au canton Longuet, il y a cela 4 ans, où le bac a eu des problèmes donnés à une société pour réflexion. Aujourd'hui réceptionné particulièrement, ça fait 3 mois, mais ce bac à plus de 180 millions de réflexions n'a jamais fonctionné même un seul jour. Pourtant, l'appareil ne fonctionne toujours pas, aux grandes dames des populations. Voilà, maintenant ce bac on a réceptionné et tous les cordes sont coupés. Est-ce que c'est normal? Quelques jours après, les câbles se coupent. On ne comprend plus. Donc qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Si les gens ont pris l'argent, mettent dans leur poche, qu'ils nous disent qu'ils enlèvent même ça là. Qu'ils enlèvent ça. Donc nous, ça nous dérange. Tu ne peux pas voir une voiture alors que la voiture là ne fonctionne pas. On te met là-dedans, ta part, ça tombe avec toi. Et on a réceptionné, on dit que c'est bon, c'est bien fait, le travail est bien fait. Alors l'argent est rentré dans leur poche. On ne comprend plus rien. On est même où là? Après les plaintes des populations au sujet du bac défectueux, une pirogue à moteur a été mise à leur disposition. Un programme a même été établi avec des heures de traversée et des catégories de personnes concernées. La priorité ici est accordée aux élèves de lundi à vendredi dès 6 heures. L'élève là souffre chaque matin. Il doit partir à l'école de l'autre côté du Nion. Chaque soir, il doit rentrer. Mais comme on n'a pas de pirogue, on n'a pas le pont, ni le bac qui a créé les dégâts là, il souffre énormément. Nous souffrons. La nouvelle a été répandue partout dans le Cameroun qu'il a été arrangé et réceptionné par nos élites. Mais regardez, la traversée est devenue très difficile. Les enfants vont à l'école, les femmes sont enceintes. D'autres sont encore couchées hier. 2 femmes ont pu accoucher hier dans les maisons parce que c'est difficile la traversée ici. La vie de chaque jour n'est pas aisée pour ses habitants qui espéraient de meilleures conditions de vie. Après les multiples promesses faites par les hommes politiques à qui ils ont d'ailleurs accordé leur vote. Qu'allons-nous faire alors que nous sommes des militants, des fervents militants du RDPC? Nous avons donné nos voix pour que le RDPC puisse nous aider à ce que ce bac puisse fonctionner. Les gens ne font que mourir. Nous implorons la grâce du chef de l'État. Pour que le gouvernement essaie un peu de voir ce qu'il peut faire. Même nos députés voient un peu ce qu'il peut faire. Parce que nous sommes dépassés avec la corruption dans ce pays. Les autorités locales que nous avons rencontrées
ne nous apprennent pas grand-chose sur les dispositions prises pour mettre fin aux souffrances des populations. Je suis même rendu sur le lieu avec les autres autorités communales et traditionnelles et aussi les forces de maintien de l'ordre pour apporter un message de compassion avec la population. Et dès qu'on a saisi la hiérarchie, quelques temps après, le ministre des Travaux publics a dépêché une forte délégation qui s'est rendue sur le lieu et cette délégation a été conduite par l'inspecteur général chargé des questions techniques et y compris l'entrepreneur qui est chargé de la réparation du bac endommagé. Donc, ils sont venus, on a tenu des réunions ensemble avec les riverains. On a recommandé à l'entrepreneur de chercher un moyen pour faire traverser la population. Et il a donné donc un pirogue, un moteur. Le sous-préfet de Makak, dans un élan d'apaisement, a à plusieurs reprises tenté de désamorcer un soulèvement populaire. Il fait savoir qu'un début de solution est en train d'être trouvé. On ne peut pas tirer une conclusion que le bac ne peut plus fonctionner. Pour le moment, on attend que l'entrepreneur vienne d'abord faire son travail. Voilà ce qui est les attentes de nous, les administrations locales. L'arrondissement de Makak est confronté à un réel problème de sous-développement. Les routes enclavées ont été littéralement abandonnées. Les populations se sont donc retournées vers la traversée du fleuve Nyong. Et là encore, elles ne sont pas au bout de leur peine. La voie ferroviaire ici est sans doute la plus plausible pour le transport des marchandises. Le canton Longuet vit au ralenti, en attendant qu'une solution soit trouvée en vue de favoriser la mobilité des personnes et de leurs biens. Les populations dépitées interpellent autorités administratives et élites locales. Parlons à présent de ces spéculations observées autour des prix des denrées alimentaires dans les espaces marchands. Dans le Mungo, des commerçants véreux ont été épinglés lors d'une mission de contrôle des régulations des prix dans les espaces marchands. C'était en présence de nos reporters Cyril Ndjemba, Cédric Chouna et Julienne Berthe-Bissaille. Vous vous êtes rapproché de la délégation du commerce pour exprimer vos difficultés. Et la dernière fois que nous sommes venus ici, nous avions fait ces remarques. Voilà. À la suite de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, des agents du ministère du Commerce sur le terrain pour traquer les commerçants véreux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Pourquoi vous n'avez pas affiché les prix, madame? Hein? Pourquoi vous n'avez pas affiché les prix? Monsieur Bouba, allez, faites le constat là rapidement. À l'approche des fêtes de fin d'année où la demande en denrées alimentaires est très forte, le ministère du Commerce demande aux commerçants d'éviter de créer les fausses pénuries pour entretenir l'inflation. Ce que je veux réitérer aux commerçants, c'est de respecter les prix homologués, concertés et arrêtés de commun accord avec le ministre du Commerce, son Excellence Louis Magloire Mbaraga Tangana. De deux, d'appliquer rigoureusement et respectueusement ces prix. 3, de procéder au déstockage systématique de leurs magasins parce que parfois, ils ont tendance à créer, n'est-ce pas, les pénuries fictives, à dissimuler les stocks pour provoquer la flambée des prix. Cependant, certains commerçants disent ne pas se reconnaître dans cette flambée de prix sur le marché. Au niveau des prix, non, les prix c'est la direction qui donne les prix de poisson et nous les respectons. Les prix homologués. Il y a une fiche avec les prix qui nous donne, qui dit que tel poisson peut vendre à tel prix. Et c'est ça que j'affiche au tableau pour pouvoir dire. Donc les clients ne se plaignent pas, ils ne se plaignent pas généralement. En dépit de ces contrôles, les ménagères redoutent une hausse des prix d'ici la fin décembre, si la flambée des prix provoquée n'est pas maîtrisée par le ministère du Commerce. Au regard des taux de chômage et sous-emploi observés chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, la question de l'emploi décent
se pose avec acuité au Cameroun et des experts dénoncent l'absence de volonté politique et l'inadéquation entre les formations offertes et les emplois dans les entreprises, ce qui ne favorise pas l'insertion socio-professionnelle. C'est du moins l'avis de ces experts après l'analyse du marché de l'emploi et la qualité de la formation au Cameroun. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Avec un taux de chômage estimé à 10,3% chez les jeunes de 15 à 24 ans et 8,9% chez les jeunes de 15 à 34 ans, la situation de l'emploi en ce qui concerne la population jeune au Cameroun est préoccupante. Les jeunes dans les centres urbains sont beaucoup plus touchés avec un taux de chômage évalué à 15,5% contre 4,3% en milieu rural. Réunis à Yaoundé, des spécialistes des questions d'emploi dénoncent un manque de volonté politique qui ne permet pas aux jeunes Camerounais de s'offrir un emploi décent. Nous avons des outils au Cameroun, par exemple le IMO, le haute intensité de main d'œuvre. Celle-là, ça ne coûte rien. Mais où est la volonté politique? On a fait des séminaires et des séminaires, atelier sur le IMO. Jusqu'à ces jours-ci, rien ne décolle. Il faudrait qu'on comprenne que nous avons quelque chose, un grand problème à résoudre au Cameroun, le problème des jeunes. Il nous faut tout utiliser pour pouvoir occuper ces jeunes-là. Chez les jeunes dont le niveau d'éducation est jugé élevé, c'est-à-dire au moins égal au supérieur, la situation est tout aussi préoccupante. Le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun s'élève à 27,2%. Le Fonds national de l'emploi, qui reçoit de nombreux dossiers de jeunes en quête de travail, déplore l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous ne sommes pas dans le plein emploi et il y a une distorsion entre les besoins du marché de l'emploi et ce que le service de formation, le service d'enseignement nous produit comme élément. Donc nous devons nous battre pour ramener ces jeunes et faire en sorte qu'ils sont en adéquation avec les besoins du marché. Si la question de l'emploi est déjà un problème au Cameroun, celle de l'emploi décent l'est encore davantage. Des experts révèlent que sur 10 jeunes ayant un emploi, 8 sont en situation de sous-emploi. Pour le Bureau international du travail, il faut changer de méthode en posant le problème clairement. La bonne stratégie, c'est déjà de voir au niveau des grandes orientations en matière de développement du pays, c'est de bien positionner les questions de l'emploi. Et pour pouvoir le faire, déjà en amont, élaborer une nouvelle politique nationale de l'emploi avec son programme d'action prioritaire. L'analyse diagnostique de l'emploi des jeunes au Cameroun permet de déceler plusieurs causes relatives au chômage et au sous-emploi. À l'initiative de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, un atelier sur la problématique de la création d'emplois et la décentralisation se tient à Yaoundé. Et dans les milieux scolaires, la pandémie du Covid-19 sévit déjà. Au regard du nombre de cas positifs enregistrés sur les campus scolaires, l'initiative Survie Cameroun a choisi d'aller auprès de ces établissements afin de leur donner des moyens matériels pour faire face au risque élevé de propagation de l'épidémie de Covid-19, notamment dans la région de l'Ouest. Reportage, Leclerc Sakem. En pleine résurgence de la pandémie du coronavirus qui affecte à nouveau le Cameroun et particulièrement la région de l'Ouest, les établissements scolaires sont sans nul doute l'un des principaux foyers névralgiques à ces moments précis. N'a qu'à évaluer le nombre de cas de contamination recensés au sein de ces établissements scolaires ces derniers jours dans la région. Foulés au pied du mur, le non-respect des mesures barrières est la principale cause de cette explosion de cas de contaminés. Il y en a qui récidivent, qui passent sans laver les mains, mais lorsque je les surprends, j'interpelle de laver toujours les mains avant de continuer, avant d'aller vers le bureau. Voilà ce qu'on faisait. Il y a les cas que d'autres viennent avec, d'autres ne viennent pas avec, mais nous insistons parfois. L'heure est à la remobilisation des forces pour limiter les dégâts que pourront orchestrer cette deuxième vague. De par l'enjeu que représente la santé de ce tout-petit, les membres de l'initiative Survie Cameroun viennent d'effectuer une descente dans quelques établissements de la région du Soleil couchant afin d'aider au renforcement de ces mesures par la remise des cartons de gel hydroalcoolique et des masques de protection. C'est la santé de tous les Camerounais qui... L'initiateur a voulu qu'on protège sans coloration politique.
Donc vous comprenez que nous sommes allés dans les écoles. Dans la poursuite de sa politique d'assistance sociale, les appuis en matériel didactique et en denrées alimentaires de première nécessité ont également été distribués aux populations déplacées internes de la crise anglo-saxonne. Que nous avons recensé quelques familles déplacées ici à Bafan. Vous savez que la guerre du Nozo a fait beaucoup de déplacés. Il y a environ 500 000 déplacés internes au pays. Et c'est de ce fait que le président du comité de gestion de suivi Cameroun, Christian Pendaïkoka, nous déploie ces derniers temps sur le terrain, aller vers ces familles déplacées. Vous savez, la famine est une arme redoutable de guerre. En ce moment, il y a des enfants qui meurent dans le Nozo à cause des armes, et par des armes si vous voulez, et on oublie ceux qui meurent par la famine. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont faim. Vous imaginez, cette crise anglophone, elle n'est plus simplement une crise anglophone. Toutes ces personnes-là qui accueillent des étrangers chez eux et qui doivent leur apporter quelque chose à manger. En recevant les dons, les bénéficiaires qui vivent au jour le jour ont émis le vœu de voir cesser de crépiter les armes dans leur région d'origine et qu'ils puissent revenir à leur vie normale d'autrefois. Dans ce chapitre santé, le gouvernement est en train de construire un data center pour objectif la mise en route de la couverture santé universelle. L'ouvrage en chantier à Yaoundé vient de recevoir la visite du ministre de la Santé publique. Manaouda Malaché s'est satisfait, s'est félicité du taux d'avancement des travaux qui se situe à plus de 40%. Quant à l'entrepreneur, il a rassuré que le data center sera livré au plus tard en février 2021. Je vous invite à présent à suivre le ministre de la Santé publique, Manaouda Malaché, et le conducteur de ces travaux de construction d'un data center pour la mise en route de la couverture santé universelle. Nous sommes ici au niveau de la mise en œuvre de ce contrat et il est prévu que le partenaire privé, qui est SUCAM, devrait rapidement se mettre au travail pour que, à l'horizon du premier semestre 2021, que ce projet prenne effectivement corps. Je voudrais très sincèrement ici dire ma satisfaction quand je vois le niveau de travaux que nous avons ici. Et c'est la même chose au niveau de Douala parce qu'il y a deux data centers en réalité. Il y a un data center principal et il y a le back-office qui est à Douala. Au cas où on a un problème ici, que Douala puisse reprendre assez rapidement. Et c'est le même niveau d'avancement des travaux. Et donc avec cela, je crois que les 2 ans de maturité dont on a parlé dans le contrat pourraient être raccourcis pour que le projet se mette rapidement en œuvre. À la date d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 55 jours de l'effectivité du chantier pour une durée de vie de 5 mois. En taux de réalisation en génie civil, nous sommes pratiquement à 48%, c'est 50%, parce que nous avons fini pratiquement la fondation. Le rez-de-chaussée qui est entièrement un bunker en béton, la dalle est coulée, elle sera décoffrée pratiquement demain. Et nous sommes sur les élévations à l'étage. D'ici la fin de la semaine prochaine, nous serons en train de préparer la dalle supérieure, parce que la toiture est en béton. Donc c'est un projet qui va sur 5 mois. Ici nous sommes à la date de novembre aujourd'hui, c'est bien parti pour livrer en fin janvier. Dans l'escale internationale, l'Éthiopie fait face à une crise humanitaire. Des milliers de personnes fuyant des combats dans la province du Tigré où ils avaient trouvé refuge, où ils étaient installés. D'autres ont trouvé refuge au Soudan et au Burkina Faso. La menace djihadiste plane sur l'élection présidentielle. La campagne électorale est perturbée. La recrudescence des attaques contraint le Conseil constitutionnel à annuler ou à réduire le nombre de bureaux de vote lors du scrutin présidentiel. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Nadine Yambou. Alors que le pays vit ces dernières heures de campagne électorale, près de 1600 localités n'iront pas aux urnes ce dimanche pour élire le futur président de la République, soit 18% du territoire exclu du scrutin présidentiel. Confronté depuis 5 ans à une recrudescence d'attaques djihadistes à l'est et dans le nord du pays, le processus électoral a été fortement compromis dans ces 2 régions. Les zones ciblées n'ont pas été couvertes par l'enrôlement des électeurs, obligeant le Conseil constitutionnel à constater l'existence d'un cas de force majeure. Le conflit armé au Burkina Faso a coûté la vie à plus de 2000 personnes depuis le début de l'année 2020.
le président Rochma Christian Kaboré, en quête d'un second mandat, est critiqué par l'opposition et la société civile après un mandat dominé par la montée en puissance de l'insécurité. La crise sécuritaire a fragilisé le secteur économique en plus de la pandémie de coronavirus. La campagne électorale a elle aussi été marquée par des violences meurtrières. 14 soldats de l'armée ont été tués dans une embuscade. Au Burkina Faso, le climat politique est morose et la peur règne dans le pays à quelques jours de l'élection présidentielle. En Éthiopie, le pays est confronté à une grave crise humanitaire sans précédent dans la province du Tigré. Plus de 36 000 personnes fuyant les combats entre l'armée éthiopienne et les forces tigrènes ont trouvé refuge au Soudan. Selon le HCR, près de 4 000 personnes traversent la frontière chaque jour depuis le 10 novembre. L'ONU lance un cri d'alarme au moment où la province du Tigré est coupée du reste du monde. Dans la zone du Tigré, le comité de la Croix-Rouge indique que les hôpitaux sont débordés avec des centaines de blessés graves. Dans certaines structures, des cas de coronavirus ont été enregistrés, compliquant ainsi la prise en charge. L'ONU exprime son inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire et appelle à un cessez-le-feu. La province du Tigré, au nord de l'Éthiopie, est plongée dans une guerre civile. Ce conflit est le résultat des mois de tension entre le gouvernement central et le Front populaire de libération du Tigré. Le Tigré se plaint d'avoir été exclu du jeu politique. En République démocratique du Congo, malgré la pandémie de coronavirus, le pays peut enfin pousser un ouf de soulagement. La 11e épidémie d'Ebola a officiellement pris fin. En 5 mois, l'épidémie a fait 55 morts sur 130 victimes. Le virus a principalement touché la province de l'Équateur. Selon le ministère de la Santé publique, la bataille a été remportée grâce à la vaccination et le rapprochement des sites de prise en charge vers les communautés. Malgré la fin de l'épidémie d'Ebola, le gouvernement appelle à plus de vigilance, surtout que la consommation de la viande de brousse n'est pas encadrée dans les zones reculées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Stéphanie Ndjomo est libre après avoir passé 10 jours dans les couloirs de la justice. Elle est libre, mais la confraternité a volé en éclats. La cabale contre Equinox Télévision se poursuit et se fait de plus en plus belle. Et selon l'ONG Mandela Center, elle a été contrainte de réaliser une interview dictée et de nombreux Camerounais l'ont suivi sur une radio de la place qui est censée être un média de service public, n'ayant pas donné la parole à Equinox Télévision qui a été accusée à tort d'avoir plus ou moins manipulé cette dame qui, dans cette interview sur une radio de la place, aurait déclaré que l'histoire racontée sur Equinox Télévision n'était pas vraie. Cependant, la direction générale d'Equinox Télévision maintient qu'il n'y a eu aucun manquement éthique ni déontologique concernant la production et la réalisation de ces émissions. Elle refute en bloc toutes les allégations mensongères concernant ces programmes et ces différents invités qui ne sont pas rétribués, il faudrait le préciser. Et dans sa démarche professionnelle, Equinox Télévision présentera tous les faits pour faire la lumière sur cette affaire dans une édition complète à suivre demain, vendredi, sur les antennes d'Equinox Télévision. Avant cela, nous on commence par le débrief tout à l'heure. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Allan. Rendez-vous lundi. Rendez-vous d'abord demain. Ah, demain, vous serez là. Je serai là. Ok, super. Rendez-vous demain 20h, Cédric. Demain 20h, Serge Allan. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, Equinox.